Bonsoir. Le décès d'une femme au travail entraîne des sanctions pour l'hôpital général d'Adzopé. Qu'est-ce qui s'est passé? Que peuvent être ces sanctions? Eh bien, le détail dans quelques instants. Et ce soir, il sera question du réseau Internet et de la connectivité des ménages en Côte d'Ivoire. Notre invité du jour est Jean-Marie Akepo. Il est ingénieur, expert du secteur des télécommunications. Vous le savez, ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver tous les jours à ce numéro, à ce rendez-vous-là du Live Talk. Et ce numéro-là, il est particulier parce qu'aujourd'hui, on est particulièrement content parce qu'on partage la joie de tous nos frères, de toutes nos sœurs musulmans et musulmanes. Oui. C'est la fête de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Oui. On dit Eid Mubarak. Eid Mubarak, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Ah, très bien, ok. Ah, donc je me suis planté. Okay. Non, c'est l'Aïd el-Fitr. Ouais. Eid Mubarak. C'est ça, c'est le nom de la fête. Et on souhaite Eid Mubarak. Ah, d'accord, donc voilà. Dites-le. Eid Mubarak. À tous les musulmans. Bonsoir. Et justement, vous êtes habillé un tout petit peu en fonction de l'événement. Les sortie, les caftans, les kimonos. Ça, c'est de la marque Kundi. Petit clin d'œil à notre Rabia Diallo préféré. Très bien, à qui on dit également bonne fête. Yes. Très bien. Bon, bonsoir Serge, comment allez-vous? Bonsoir, bien, merci à vous. Merci, très bien, merci. Réana, bonsoir. Bonsoir Brice. Quand vous avez la parole. Je continue avec la petite info, j'imagine. Très bien, allez-y. Bah, écoutez, hier on parlait justement du décès de la légende Bob Marley et la petite fourmi ne pouvait pas se permettre de ne pas aller rechercher le petit fait insolite même autour de cette occasion. Donc j'ai décelé pour vous quelques éléments, quelques objets insolites avec lesquels il a été enterré. Bob Marley. Donc ça va être sa Bible, sa marijuana, sa perruque faite à partir justement de ses dreadlocks et puis sa guitare et enfin son ballon de foot. Donc des objets, ouais. Pourquoi perruque de dreadlocks? Parce que Bob Marley est mort d'un cancer qui s'appelle un cancer du mélanome, donc d'un cancer de la peau, et du coup sur la fin il n'avait plus de cheveux. Et justement en hommage justement à cela, ils ont utilisé justement ces cheveux qui justement tombaient pour faire une perruque de ces dreadlocks avec laquelle il a été enterré. La guitare, parce qu'il aimait jouer de la musique, sa guitare particulièrement, le foot, ça. Il était hyper fan de foot. D'ailleurs, je crois qu'il s'était blessé l'orteil, le gros orteil au justement, foot. Et si vous voulez que je vous en parle, je vous parlerai de la théorie du complot autour de la mort de Bob Marley, justement, puisque ce mélanome qui est censé être un cancer de la peau est intervenu officiellement après un match de foot pendant lequel il se serait blessé sur l'orteil, en dessous de l'orteil. Tandis que la théorie du complot nous dit qu'il y a eu des aveux d'un certain agent, un ancien agent de la CIA qui, sur son lit de mort, est passé aux aveux en disant qu'il s'est fait passer pour un journaliste du New York Times et a offert une paire de All-Star à Bob Marley parce qu'il aimait beaucoup cette chaussure-là, et dans laquelle il y avait une aiguille sur laquelle il y avait un poison cancérigène. Donc, ça, c'est vraiment la théorie du complot qui a été démentie sur la toile par la suite, parce que justement, parce que les photos de ce soi-disant ex-agent de la CIA avaient été prises par un autre photographe polonais qui n'avait rien à voir avec le contexte qui avait été donné. En tout cas, c'est autant d'objets justement qui rappellent un peu la vie de cet homme, pour notamment continuer sa marijuana. Donc, on le connaissait beaucoup. Et puis sa Bible, parce qu'on sait qu'il avait une grande foi. Donc voilà, ce sont des éléments qui forment, on va dire, l'identité. Les deux éléments que vous avez cités à la fin, là, il y en a qui vont forcément pas trouver le... Qu'on mène vers le ciel. Oh là là, il fallait le faire quand même. Il fallait le sortir quand même. Vous êtes en forme ce soir. Alors, merci Après, beaucoup. il n'y a pas que ce cas. On sait que dans oui, beaucoup de cultures... dans d'autres cultures, souvent on enterre des... On a des rites d'enterrement qui diffèrent. Avec, dit-on, on enterrait des rois, dit-on, avec leurs esclaves. Non, mais même chez nous, dans nos cultures africaines. Ça se fait plus, mais bon, ça existait. Mais la question à se poser, c'est de savoir si, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de receleurs qui sont allés déterrer ou aller chercher les... C'est comme des reliques de Bob Marley. Et ça, sur le marché noir,
sur Ça peut coûter Internet, de l'or. ça D'ailleurs, voudrait énormément d'argent. Les célébrités là ne sont pas enterrées dans des cimetières voilà, publics, parce qu'on a vu avec le cas de DJ Arafat, malheureusement, les gens sont allés, et donc en général c'est dans une certaine intimité familiale, et les lieux, pour même pas que les lieux soient des lieux de pèlerinage, ou bien encore des lieux de profanation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre petite info. Je vous en prie. Rastafari. On démarre maintenant avec le point saillant de l'actualité. Absolument. Un fait qui a ému la toile, un fait qui a touché l'ensemble des Ivoiriens, c'est encore une fois ce qui s'est produit au niveau de l'hôpital général d'Adzopé. C'est une dame qui tombe de son lit d'accouchement. Une dame qui tombe possible, de son ça lit d'accouchement, qui était en travail et qui avait une grossesse passée de 42 semaines et donc qui avait dépassé son terme. Alors, je vais faire rapidement le point de la situation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au regard des témoignages des personnes qui étaient présentes, en l'occurrence ces deux mamans, comme on les appelle, ces deux mamans qui étaient présentes et qui l'avaient assisté. Donc il faut savoir que la situation, le drame s'est passé le jeudi 6 mai. Et donc, Dame Zerbo Abi, qui est, il faut le rappeler, vendeuse de bouillie en face de l'hôpital général d'Adzopé, était partie donc rencontrer son gynécologue donc, de l'hôpital général parce que la date prévue pour son accouchement était dépassée, donc depuis longtemps. Et donc, le gynécologue lui avait fait une sorte de déclenchement pour l'accouchement. J'ai également vécu un déclenchement. C'est assez douloureux. Et il lui avait demandé de revenir le soir quand elle aurait mal, au cas où elle aurait mal. Donc à 22h, Dame Zerbo Abi se présente à la maternité accompagnée de ses deux mamans. Et les sages-femmes de garde appellent donc le gynécologue, mais il ne vient pas, il n'est pas présent. Et au téléphone, il donne des instructions aux sages-femmes pour pouvoir suivre la patiente. Et donc Dame Zerbo qui se retrouve... donc finalement avec les sages-femmes et elle est seule dans la salle d'accouchement. Elle criait pour appeler les sages-femmes, mais elle ne réagissait pas. Donc les mamans de Dame Abiba présentes interpellent également les sages-femmes pour qu'elles viennent assister leur fille, mais sans succès, parce que les sages-femmes étaient occupées à autre chose, donc à regarder la télévision qui se trouve dans l'enceinte. Donc elles ont refusé en plus parce qu'à un moment donné, comme leur fille criait énormément et se plaignait énormément de douleur, elle-même, elle voulait pouvoir également assister ou en tout cas aider les sages-femmes à pouvoir aider à l'accouchement, et ce que les sages-femmes ont refusé. Elles ont refusé l'assistance des mamans de Dame Zerbo. Ensuite, l'une des mamans a fini par brutaliser une des sages-femmes. Elle a donc soulevé le rideau de la salle d'accouchement et là, elle constate le drame. Dame Zerbo est couchée à même le sol, la tête de l'enfant qui était déjà sortie. Ensuite, les sages-femmes demandent à faire évacuer, se rendant compte de la situation dramatique dans laquelle se trouve la patiente. Elles demandent donc à faire évacuer Dame Zerbo dans une clinique qui est juste à côté de l'hôpital, donc à 5 minutes de l'hôpital. Et donc, le bébé avait, il faut le savoir, avait une fracture au cou. Et la patiente elle-même, elle avait 3 fractures au bras. Les frères de Dame Zerbo, qui étaient également présents, n'ont pas eu le temps d'attendre l'ambulance. Ils ont embarqué donc leur sœur dans leur voiture pour la conduire à la clinique qui était donc située juste à 5 minutes de l'hôpital. Malheureusement, Dame Zerbo n'aura plus de souffle pour pouvoir parcourir les 5 minutes de trajet. Elle décédera. Il y a eu des manifestations qui se sont tenues donc le lendemain, le vendredi 7 mai, dans la ville d'Adzopé, des femmes, des jeunes qui ont voulu témoigner de leur colère face à cette situation de non-assistance à personne en danger, pour négligence également du suivi de patients. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a été très prompt. Donc le ministre s'est rendu sur les lieux donc, le samedi 8 mai pour présenter ses condoléances et la compassion du président de la République et du gouvernement à la famille éplorée et s'enquérir des circonstances dans lesquelles est survenu ce décès. C'est révoltant.
C'est tout simplement révoltant, d'autant plus que sur ce plateau, on a plusieurs fois eu à parler justement des conditions dans lesquelles travaille le corps médical aujourd'hui, tout le corps des établissements sanitaires. Et on a plusieurs fois dit que parfois il manquait de moyens pour en venir en aide à des vies humaines. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un cas qui concerne une situation dans laquelle il n'y a aucun manque de moyens. Aucun manque de moyens matériels et ce n'est seulement que la négligence et le mépris en fait, du corps médical envers le patient. J'avais lu quelque part une des réactions qui avait été attribuée donc à ces sages-femmes-là qui disaient que vous parlez de manque de moyens. Elles manquaient de moyens parce que la table n'avait pas de bras. Donc au niveau des tables d'accouchement, il faut des bras. Mais bras ou pas. Oui, mais bras ou pas. Ça c'est clair. On arrive à ce stade, on arrive au stade où on a besoin de bras parce que les sages-femmes sont en train de regarder la télévision. Je veux dire, on manque de professionnalisme. Moi, c'est ça. En fait, c'est la négligence. Avant même d'arriver. Oui, bien sûr. Mais je vais juste, avant d'en venir au débat, rappeler et insister sur le fait que cette fois-ci, le ministère de la Santé a décidé de prendre des mesures drastiques. Contrairement à ce qui s'était produit la dernière fois, parce qu'il y a eu des enquêtes et jusqu'à présent, je ne suis pas très sûr qu'on ait eu des résultats. On n'a pas eu d'informations ni de retour. Voilà. Je pense que tu fais référence au cas des jumeaux qui sont décédés à l'hôpital au CHU de Cocody. On avait demandé à l'inspection générale des services d'enquêter là-dessus. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de retour. Peut-être qu'on les aura dans les prochains jours. Mais pour l'instant, en ce qui concerne le cas de Dame Zerbo, il y a une conférence de presse qui a été tenue par l'inspecteur général de la santé, donc Dr Ablé Ekissi, qui a réuni les journalistes. Et voici ce qu'il faut retenir. Des investigations diligentes menées par le ministère de la Santé à la suite du décès survenu à l'hôpital général d'Adzopé ont été menées et ils ont abouti à l'identification des dysfonctionnements avérés révélés sur toute la chaîne de prestation de services, donc qui appellent des sanctions et des mesures suivantes. Donc, première mesure, le relèvement de fonctions concernant le directeur de l'hôpital général d'Adzopé, Dr Dagri Ngata François. Deuxième mesure, la suspension des activités professionnelles du médecin gynécologue de l'hôpital général d'Adzopé, donc M. Isidore Blibi. Et enfin, la suspension des activités professionnelles des 3 sages-femmes, donc Mme Malan Né Assoumou Beignan, Mme Ebi Valérie et Mme Kra Adjoa Nadej. C'est terrible. Et ensuite, rapidement, pour les mesures de précaution prises, on parlait de lits qui manquent de bras. Donc, l'utilisation pour les accouchements des lits disposant de barrières de protection, le renforcement du fonctionnement des comités de gestion des établissements sanitaires, donc qui impliquent formellement les préfets, les élus locaux et les représentants de la population. Donc, globalement, ils ont proposé d'en donner des sanctions. Mais ils proposent également des solutions qui seront mises en place pour pallier à ces manques concernant le dispositif qui a été cité au niveau des lits. Mais c'est un beau pas, mais dans les sanctions qui sont notées là, on sanctionne naturellement les responsables de l'établissement. Les solutions portent sur des moyens matériaux, mais à aucun moment je ne vois la solution qui porte sur les agents qui sont proches des patients, notamment par exemple les sages-femmes dans le cas précis. On n'a aucune solution qui va directement à l'endroit du mépris humain que ces personnes ont. Est-ce que c'est une formation qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on devrait mettre en place pour pouvoir, on va dire, former ces personnes-là à la valorisation même de la vie humaine? Moi, je pense que dans ce genre de cas, au-delà des suspensions, il faut mettre des gens en prison. Hein. Ah non, mais faut fermer les gens. Ça, famille, c'est un crime. Je crois que les sages-femmes ont été déférées, donc c'est à vérifier, mais je crois que normalement, les sages-femmes mises en cause dans le centre non-assistance à personne en danger a été déférées. D'accord. Vous terminez, Serge? Oui, rapidement, mais moi j'en avais déjà parlé ici la dernière fois qu'on parlait justement de ce cas-là. J'attirais votre attention sur le fait de la formation du personnel soignant. Et au-delà de ça, Madame Bleu nous a dit avoir subi déjà un déclenchement à l'accouchement. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je me dis que la faute incombe, et naturellement, puisqu'il a été sanctionné au médecin gynécologue dès le départ, parce que lorsque vous administrez un traitement
à une dame qui est sur le point d'accoucher et que vous savez très bien que vous êtes en train de faire un déclenchement, en principe, vous la gardez en observation. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas médecin, mais vous ne la laissez pas partir pour lui demander de revenir lorsqu'elle a mal. Et si jamais le mal l'empêche de se déplacer, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc à ce niveau-là, pour ce qui est des sanctions, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, au niveau de la formation, il va bien falloir regarder à comment faire en sorte que justement ces médecins-là fassent vraiment preuve de leur... Rapidement, comment ça se passe, un déclenchement rapidement. Oui, mais vraiment rapidement. Un rendez-vous est pris. Vous êtes administré, donc vous avez une injection. Et ensuite, les sages-femmes restent avec vous. Le gynécologue également, qui a demandé à ce que ça soit administré, reste avec vous également. Et il vous observe jusqu'à l'accouchement. J'ai été suivie jusqu'à l'accouchement. C'était hyper douloureux, c'est vrai. Mais j'ai été suivie jusqu'au bout. Et c'est le gynécologue qui m'a accouché et ce n'est pas les sages-femmes. C'est de la négligence. Okay. En tout cas, le ministère a pris des sanctions et je pense qu'elle... serviront d'exemple. Serviront d'exemple, exactement. Ouais. Okay. Merci beaucoup, hein, Madame Bleu, hein, pour cet éclairage-là. Puis on aura certainement l'occasion de revenir sur ce sujet-là demain dans le cadre de notre décryptage. Justement, notre invité, c'est Jean-Marie Akepo. Il est avec nous sur ce plateau. Il est ingénieur et expert du secteur des télécommunications. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, merci, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On vous a vu au JT, hein, on vous a vu en pleine démonstration. Vous êtes un bon expert et ça nous fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Parce qu'il y a des questions sur le plateau. Alors, on va parler un tout petit peu chiffres. Eh bien, selon justement ces chiffres, les derniers du rapport de la RTCI sur l'Internet en Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population ivoirienne est couverte en Internet sur le mobile. Malheureusement, l'Internet à domicile est encore, j'ai envie de dire, embryonnaire, pas très utilisé. Voilà, d'accord. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Alors, merci. Effectivement, donc, l'Internet mobile, donc, vous savez, hein, historiquement, le téléphone était fait à partir du fixe, historiquement. Lorsque nous sommes passés aux données, les infrastructures de fixe ont dû être améliorées pour faire de l'Internet. Ah, je me souviens qu'il y avait une époque où on avait le téléphone fixe, il fallait brancher le téléphone fixe pour Internet. Oui. Donc historiquement, les télécoms viennent de ce secteur-là. Et donc, comme en Afrique, de manière générale, le téléphone fixe n'était pas développé, la mise à niveau n'a pas permis, justement, à tous les ménages d'avoir Internet. D'où donc cette difficulté au démarrage de l'Internet à domicile. Maintenant, aujourd'hui, avec le développement des mobiles, les choses sont en train de s'améliorer avec toutes les nouvelles technologies. Mais le retard vient du fait que la téléphonie fixe n'était pas développée. Et les technologies initiales avaient pour technologie de base ces infrastructures fixes du début. Il n'y a pas un peu les coûts? Ça fait partie des raisons? Non, réellement initialement, c'est parce que la téléphonie fixe n'était pas développée. Et on parlera tout à l'heure de l'ADSL, mais les premières solutions de l'Internet à domicile ont été mises en œuvre à partir de l'ADSL. Et l'ADSL vient donc de la téléphonie fixe. Okay. Voilà, et oui, et puis comme entre-temps, on a pris un peu d'avance sur tout ce qui est téléphonie mobile, le continent, c'est peut-être pour ça que la plupart des gens de la population sont connectés sur leur téléphone plutôt que parce que justement, on n'avait pas le fixe initialement. Et déjà, il faut savoir que le fixe aussi était une sorte de luxe aussi pour les populations. Moi, je me rappelle, on n'avait pas forcément le fixe à la maison, donc c'était pas assez facile. Moi, je me rappelle de l'époque du fixe, mais par contre, quand on appelait au bout d'une heure, les factures arrivaient à la fin du mois, on te dit, des parents qui... C'est bon les témoignages, c'est bon. Alors, monsieur, bien compris. On va continuer, monsieur Akepo. Quels sont les différents moyens et technologies qui sont mis à la disposition de nous, les ménages, pour une connexion à domicile, une connexion Internet à domicile? D'accord. Alors, je pense qu'il faut que je donne un peu une vue générale de ce qu'on appelle une infrastructure de télécommunication pour que vous sachiez exactement à quel niveau l'on se situe au niveau des ménages. Je vous l'ai dit, c'est un expert, je vous l'ai dit. Alors, quand vous prenez une infrastructure de télécommunication, il y a 3 grands blocs. Le premier bloc, il y a ce qu'on va appeler le backbone du réseau. Il y a ensuite tout ce qui est le réseau de backhaul. Je vais vous dire en des mots très simples ce que ça veut dire. Et puis l'accès. Alors, je vais en fait schématiser et puis faire une analogie avec le réseau de transport. Vous ne pouvez pas partir, si vous êtes à Korogo par exemple, vous venez d'un village de Korogo, vous ne pouvez pas aller à Paris sans passer par l'aéroport d'Abidjan. D'accord? Donc, tous les aéroports du monde sont connectés entre eux avec des vols, en général long courrier, avec des capacités plus importantes. Donc, c'est ce qu'on va appeler le backbone du réseau. C'est-à-dire, quand vous partez de Paris
d'Abidjan à Paris, vous avez la chance, vous allez prendre un A380. Et là, de Paris, vous allez prendre par exemple le TGV ou bien un train, aller dans la petite ville et puis ensuite aller dans un village. D'accord ? Donc, quand vous prenez un réseau de télécommunications, lorsque vous accédez à un serveur qui est quelque part à New York ou partout dans le monde, vous prenez donc votre terminal, ça peut être votre mobile, ça peut être votre PC à la maison, ça peut être une tablette. Vous allez accéder au réseau via un certain nombre de technologies. D'accord ? Une fois que vous accédez au réseau, ce trafic que vous avez va se transporter au niveau d'un nœud important et ensuite le trafic va prendre des câbles sous-marins pour aller vers votre serveur Netflix ou bien YouTube ou tout autre serveur qui est dans le monde. Et donc, au niveau du réseau d'accès, il y a plusieurs façons de se connecter au réseau. Okay. D'accord ? Il y a 3 technologies qui vont vous permettre, à partir de votre domicile, de pouvoir accéder à ce réseau-là. Il y a toute la catégorie des technologies filaires dont on a parlé tout à l'heure. Le filaire, c'est quoi? Il y a l'ADSL et puis la fibre optique. C'est-à-dire là, on tire un câble dans votre maison. Il y a des câbles qui arrivent jusqu'à sur vous, on va tirer un peu de câble, soit le câble peut arriver en souterrain ou bien en aérien. Okay. Et c'est la fibre, c'est souterrain et la DSL, c'est aérien ou est-ce que c'est peu importe? Alors, la fibre peut être en souterrain ou en aérien. Okay. D'accord. Okay. Mais je fais le distinguo entre ces 2 technologies filaires d'abord, pour que chacun de nous comprenne pourquoi la DSL n'a pas marché et pourquoi la fibre aujourd'hui prend le relais. Alors, au niveau filaire, la DSL, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entrée de jeu, est héritée en fait de toute la technologie téléphonique initiale. Donc, c'est une paire de cuivre en fait. C'est du cuivre qui est dans votre maison. Et lorsqu'il s'agit en fait de faire de l'Internet, ces technologies filaires ont été adaptées avec de nouveaux équipements pour pouvoir faire de l'Internet. Ça, c'est ce qu'on appelle la DSL. Les débits allaient jusqu'à 5 mégas pour la DSL. Et puis pour le VDSL, donc pour le Very Large Bandwidth, donc c'est des capacités plus importantes, jusqu'à 50 mégas. Donc, les pays qui avaient un réseau téléphonique initial développé, comme les pays évolués, les pays dits développés, ont développé cette technologie ADSL pour faire l'Internet. Donc tous ceux qui ont vécu en France ou aux États-Unis, partout, savent que les premiers réseaux haut débit étaient des réseaux ADSL. D'accord ? Bon an, mal an, les technologies fibres se sont développées en parallèle et la fibre donc, a apporté des capacités plus importantes. La fibre, ce n'est pas du cuivre, c'est un fil de verre. Okay. Un fil de verre et c'est de la lumière, enfin l'information est transportée à partir de la lumière. D'accord ? Et donc, les capacités se sont démultipliées, et donc, pour donner aujourd'hui tous les réseaux FTTX que nous voyons. Donc, il y a 2 types de technologies qui permettent de faire l'Internet à partir du filaire. Il y a les technologies DSL et puis la fibre. Okay. Ensuite, ça c'est la partie filaire. Okay. Vous pouvez faire l'Internet à partir du satellite. Okay. Ça c'est pour les portables. Alors, à la maison. À la maison, okay. Bien sûr, bien sûr. À la maison, vous pouvez faire de l'Internet à partir du satellite. Le problème du satellite, c'est quoi? C'est que le satellite est en haut, il est jusqu'à presque plus de 35 000 km de la Terre. Donc, lorsque vous envoyez un signal, vous voyez parcourir 35 000 km, puis redescendre. Ça crée ce qu'on appelle un temps de latence. C'est-à-dire que, comme vous regardez votre télé, vous voyez, on marque un but, le temps que le but est marqué, le temps que vous voyez qu'il y a un décalage. C'est dû au temps que met le signal pour aller jusqu'au satellite et puis revenir. Okay. Donc ça, c'est un deuxième moyen d'accès à Internet. Mais aujourd'hui, le satellite, on l'utilise lorsqu'on n'a pas d'autres moyens, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des plateformes pétrolières où il n'y a pas d'autres types de connectivité, on est dans des mines où on ne peut pas avoir de la fibre ou bien une antenne d'un opérateur, on va utiliser le satellite. D'accord ? Et puis, la troisième voie, c'est l'accès à Internet à partir donc, des technologies radio. 3G, 4G, 4,5G et 5G. Okay. Donc ça, c'est la troisième catégorie qui est ce qu'on appelle le FWA, Fixed Wireless Access. Donc c'est l'accès Internet, d'accord, à partir des réseaux radio. Très bien. Donc c'est les 3 axes qui existent on peut dire, c'est qu'on en sait un peu plus pour faire de l'Internet. Alors moi, j'allais demander, quel est l'état des lieux aujourd'hui en matière d'utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire? Alors, je crois qu'il y a Brice qui a dit ça en introduction. L'Internet, les usagers sont bien couverts en mobile. En téléphonie, en fixe, en Internet à domicile, nous sommes à peu près, les derniers chiffres de la RTCI sont autour de 1%.
Wow. 1% de la population ivoirienne, c'est-à-dire à peu près 260 000 connexions de fixe. Donc vous voyez, il y a encore un champ assez important. Donc vous voyez bien pourquoi tous les opérateurs rivalisent d'ingéniosité. Mais est-ce qu'il y a un intérêt pour les populations d'avoir l'Internet à domicile comparé à l'Internet mobile? Alors ça, c'est une grande question. Vous voyez, quand vous allez à la maison, vous avez vos enfants, vous avez le père de famille, vous avez tout le monde. Chacun est sur un terminal en train de soit faire du YouTube, soit regarder un film en VHD, sur Netflix, où il nous arrive, nous aussi, de temps en temps, avec la crise de coronavirus, de travailler de la maison. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avoir une connexion à domicile est de plus en plus importante. On a même les télés intelligentes qui se connectent à Internet pour avoir accès à des sites. Donc, avoir l'Internet à domicile, de plus en plus, ça va quand même être quelque chose d'assez important. Pour la disponibilité du débit. Du débit pour toute la famille, en fait. Pour toute la famille. Très bien. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, Jean-Marie Akepo. Il est consultant en technique et stratégie de télécommunication. Encore une fois, merci d'être sur notre plateau. Sophia Etel a une question depuis la pub. Oui, depuis la pub. Monsieur Akepo, tout à l'heure, on parlait justement de la nécessité ou pas d'avoir Internet à la maison plutôt que sur un portable. Et c'est vrai que les usagers se plaignent souvent non seulement de la qualité de l'offre, parce que des fois c'est très lent, des fois le réseau n'est pas très disponible et souvent c'est très cher. Moi je sais parce que j'avais une connexion fibre à la maison qui je trouvais me coûtait super cher et j'ai préféré prendre un modem avec lequel je peux me balader un petit peu partout. Selon vous, d'où viennent ces préoccupations que nous tous on a, un consommateur? Pourquoi est-ce qu'on considère que l'Internet est cher, surtout ici sur le continent par rapport à ailleurs? Et pourquoi on a souvent des problèmes de réseau, de connectivité? Et pour rajouter à ta question, est-ce que vous pensez qu'on paye cher l'Internet en Côte d'Ivoire? Alors, vous avez plusieurs questions dans votre question. Oui. Il y a la notion de prix. C'est ça. Le prix pour vous. Alors, tout prix est lié au pouvoir d'achat des populations. Okay. Ça, c'est la première chose. Quand vous parlez, vous payez combien à peu près 30 000, 40 000? Alors, c'était 35 000. 35 000. Quand j'avais la fibre. D'accord. 35 000, c'est... pour moi, c'était trop cher. 50 €, 45-50 €. C'est beaucoup. Bon, c'est beaucoup par rapport au pouvoir d'achat, effectivement. Parce que quand vous prenez le salaire moyen, vous vous rendez compte que, proportionnellement au salaire moyen, c'est un tarif qui est assez élevé. C'est pour ça qu'on a 1%, je pense, aussi de connectivité dans les absolument, foyers. C'est bien ça. Sinon, c'est les mêmes prix que partout ailleurs. Parce que ce que vous devez comprendre, lorsque un opérateur met en place un réseau, les coûts de mise en œuvre, de construction du réseau sont les mêmes. Puisque c'est des équipementiers internationaux qui vendent ces équipements-là, ils les vendent en France, ils les vendent en Côte d'Ivoire, ils les vendent au Togo, quasiment au même prix. D'accord? Je ne vais pas citer le nom d'un équipementier ici, mais ces équipementiers-là vendent les solutions aux opérateurs. Donc, quand l'opérateur a fait son investissement, il est important qu'il ait un retour sur investissement. Donc, il ne va pas faire des prix, il ne va pas faire un prix à 10 000 francs ou 5 000 francs ou 3 000 francs parce que le pouvoir d'achat est faible en Côte d'Ivoire. Okay. C'est pas ça. Il va faire un prix qui lui permet d'avoir un retour sur investissement. Mais alors, est-ce que c'était un bon investissement? C'est ça la question à se poser. Alors, c'est la question qu'il faut se poser justement. Est-ce que certains investissements sont nécessaires chez nous? C'est la question. C'est pour ça qu'on verra un peu, dans la discussion, s'il y a des technologies alternatives qui permettent moins d'investissement, de sorte à ce que les prix à la fin que vous pouvez avoir soient des prix qui sont un petit peu plus faibles que ce que vous payez aujourd'hui. Ça, c'est des solutions qui sont prêtes réellement à démocratiser l'usage de l'Internet à domicile. Et sur la question de la qualité? Alors, sur la question de la qualité, comme je disais, il y a plusieurs technologies. Alors, je ne sais pas laquelle vous utilisiez pour utiliser la fibre. C'était la fibre. Maintenant, je suis sur un modem. C'est vrai que ce n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, si on a 2-3 téléphones qui sont connectés ou 2-3 appareils, ça devient un peu beaucoup plus lent. Mais c'est plus pratique parce qu'on peut se déplacer avec son modem, quoi. Et donc au final, quand on n'est pas à la maison, quand on paye 35 000, on peut en bénéficier. De toute façon, en parlant de qualité, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'opérateur, on est tous d'accord que quel que soit l'opérateur chez qui on est, on a des bugs, on a des ralentissements de réseau, on a même des indisponibilités de réseau. Quelles en sont les raisons? Alors, enfin, resituons les choses. Est-ce que vous parlez de la qualité au niveau du mobile ou bien de l'Internet à domicile, pour que je sache... Les deux, en fait, c'est les deux, mais on va parler de l'Internet à domicile. D'accord. Parce que l'Internet à domicile, comme je dis, il y a plusieurs types de technologies. Si vous avez la fibre,
il y a un certain nombre de problèmes que vous pouvez avoir, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont dans le pays. Donc, quelque part, on peut être en train de faire une route et on coupe le câble. À ce moment-là, la connexion est coupée. Quand vous voyez la fibre en aérien, par exemple, il pleut, un arbre peut tomber sur la fibre se casse. Donc, tout le territoire qui est desservi par cette fibre qui arrive en aérien est coupé. Vous voyez. Donc, derrière, il faut que l'opérateur, souvent la plupart des opérateurs ont des équipes de maintenance qui vont, lorsque ce type de choses arrivent, qui vont arriver. Alors, le temps, justement, d'intervention peut différer d'un opérateur à un autre. Mais dès l'instant où vous avez du filet, quelque chose qui est tiré, un câble, il y a ce risque, effectivement, d'avoir, pendant des travaux de route, par exemple, que le câble soit coupé, ou pendant des phénomènes naturels comme la pluie, qu'un arbre tombe sur un câble. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui font que vous pouvez avoir des problèmes de coupure sur la fibre. Ça veut dire, M. Akepo, en dehors des problèmes, des accidents, on peut dire aujourd'hui, parce que vous nous avez rassuré tout à l'heure vous aviez les mêmes, enfin qu'il existait les mêmes équipementiers qui desservaient l'ensemble. On est sûr qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a le NEC le plus ultra en matière de technologie pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit dans le... Je vois le verre à moitié plein, pour qu'on puisse avoir l'ensemble des services que vous nous proposez. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les équipementiers sont les mêmes. Il n'y a pas de technologies africaines et des technologies d'autres pays. Ce qui se pratique aux États-Unis, au Japon, en Corée, se pratique en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez un équipementier qui vend des équipements 4.5G ou 5G bientôt, ou de la fibre, c'est les mêmes infrastructures. Est-ce que la différence, ce n'est pas au niveau des taxes que ces équipementiers payent pour importer leur matériel en Côte d'Ivoire ou dans certains pays africains, comparé aux pays que vous prenez en référence? On vous dit les prix peuvent différer, mais la qualité de l'équipement est le même. Non, je parle de l'impact sur le prix, sur le coût pour l'utilisateur final en termes de connexion Internet. Parce que dans certains pays, je pense le Maroc, j'ai eu à payer des abonnements Internet, c'est beaucoup plus moins cher que la Côte d'Ivoire. Même au Sénégal, je le disais. C'est les mêmes équipementiers. Est-ce que ce n'est pas lié aux taxes? Les taxes peuvent avoir un impact, effectivement. Les taxes peuvent avoir un impact parce que lorsque vous importez des équipements, après, c'est des stratégies que les États mettent en place, soit pour réduire ces taxes-là, pour permettre justement à l'usager final de payer un peu moins. Mais le prix de base de cet équipement-là, il restera globalement le même. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qualité-prix pour dire le prix peut être plus élevé, mais si on a la qualité de service qu'on recherche, pour moi, je suis content. Voilà. Et quelles sont les limites? Vous avez proposé différentes solutions, Internet, la DSL, la fibre, le réseau mobile. Quelles sont les limites de ces solutions Internet qui sont proposées par les opérateurs? Alors, je vais commencer par l'ADSL. Intrinsèquement, l'ADSL, comme j'ai dit, le support de transmission reste le cuivre. Et d'un point de vue physique, électrique et mécanique, il y a des limites. Donc les débits, par exemple, avec la DSL, comme je dis, ça va jusqu'à 15 mégas, voire 50 pour les normes les plus élevées. Donc, intrinsèquement, la DSL a des limites en termes de débit. Parce que le support qui est utilisé pour transmettre l'information est un support qui est... Et on le vole aussi, le cuivre. On le vole aussi, tout à fait. Ça, c'est un point important, on le vole. D'ailleurs, les gens avaient commencé à voler la fibre, mais ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. C'est bon. Voilà. Donc, les gens volent tout maintenant. Même les compteurs d'électricité, les gens sont mis à voler. Alors, vous finissez sur le deuxième point. Oui, je suis en train de... Elle demandait si... L'ADSL, la fibre. L'ADSL, la fibre, les limites. Donc, l'ADSL, les limites, elles sont là. Elles sont physiques, elles sont liées au support. La fibre, comme je l'ai dit, la fibre, elle est illimitée en termes de capacité. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 100 gigas en fonction de ce que votre opérateur met en place. Et comme je vous dis, c'est la fibre qui est utilisée au niveau des câbles sous-marins. Donc, vous voyez, c'est illimité au niveau de la fibre. Ensuite, le réseau mobile. Il y a le réseau mobile. Alors, le réseau mobile va à des débits très, très importants. Ça, il faut le dire, parce que la 4.5G vous permet d'aller à plus de 400 mégas par seconde. Et avec la 5G, ça peut aller jusqu'à 1 giga, voire 10 gigas. Voyez. Donc, ce qui veut dire que... Comparé aux 5 mégas de... donc, ces technologies-là vous permettent de faire du très haut débit, en réalité. Donc, la fibre et les technologies d'accès radio, 4.5G et 5G, pour les besoins qu'on en fait au niveau des ménages, pour nous,
sont au même niveau de performance. Très bien. Alors, vous êtes expert, je le disais tout à l'heure, en télécommunication. Alors, parmi toutes ces technologies de connectivité à domicile que proposent les différents opérateurs, qu'est-ce que vous pourrez conseiller pour terminer cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Ivoiriens? Est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives? Comment fonctionnent ces solutions? Là, c'est le conseil de l'expert. On aurait pu faire la rubrique « Le conseil de l'expert ». Alors, donc il y a 3 technologies, comme j'ai dit, 3 technologies. Je vais commencer par le satellite. Je commence par le satellite. C'est pour vous dire, le satellite, lorsque vous êtes dans des zones reculées, une liaison satellitaire peut être utile lorsqu'il n'y a pas d'autre type de connexion. Vous n'avez pas le mobile, vous n'avez pas de fibre, vous êtes sur une plateforme minière, vous êtes sur une plateforme pétrolière, vous prenez du satellite, vous pouvez faire de la connexion chez vous. Voilà, ça, c'est la première chose. La fibre, dans des zones qui sont des zones d'affaires, des quartiers d'affaires, où les gens ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, parce que ça coûte plus cher, parce qu'il est important de noter que les investissements qui sont nécessaires pour faire de la fibre sont plus importants. Donc ça se ressent dans le prix. D'accord? Donc nous, ce qu'on dit, c'est que dans les quartiers d'affaires, dans les quartiers où les gens ont un pouvoir d'achat plus important, la fibre est une solution adaptée, certainement. Les connexions d'accès radio, d'accord, c'est-à-dire la 4.5G et la 5G à venir, peuvent aussi concurrencer la fibre dans certains quartiers lorsqu'on regarde les débits et la qualité. D'accord. Maintenant, lorsque vous descendez vers des populations avec un pouvoir d'achat un peu plus faible, mais qui ont quand même envie d'avoir l'Internet à domicile, à ce moment-là, qui sont prêts à payer 10 000 francs, 15 000 francs, mais il n'y a pas photo. Hein. À ce moment-là, ça veut dire que c'est un boîtier, un box que vous déposez chez vous. Hein, et vous commencez à faire de l'Internet avec la bourse que vous avez. Et à ce moment, les technologies d'accès radio, 4.5G et bientôt 5G sont, nous les conseillons plus pour des gens qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible. C'est très clair, c'est très limpide. Merci à l'expert. Monsieur Jean-Marie Akipouin, je rappelle que vous êtes expert en télécommunication. Vous avez bien accepté d'être ce soir sur notre plateau pour pouvoir nous éclairer sur aujourd'hui ce qu'on trouve comme technologie en matière de télécommunication sur le terrain. Vous nous avez un tout petit peu donné des pistes, vous nous avez orientés. On voulait juste vous dire merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, mesdames. Encore une fois, bonne fête de fin de Ramadan. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Nous, on vous retrouve demain pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.